Elle n'est même pas capable de payer son propre loyer. Mon père a ricané d'un air méprisant à travers la salle d'audience. Quelques membres de la famille ont ri. Je suis restée immobile. La juge Morel a lu une page 2 fois puis m'a regardée. Ainsi ils ne savent vraiment pas. L'avocat de mon père a froncé les sourcils. Ne savent pas quoi? La juge a marqué une pause. La vérité est qu'elle est. Le sourire de mon père s'est évanoui. Je pensais que cette audience prouverait que j'étais une ratée courant après l'argent de mamie Geneviève. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un seul fait pouvait détruire l'histoire qu'il racontait sur moi depuis plus de 20 ans. Avant que je ne le révèle, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant laissez-moi vous ramener là où la version de moi créée par mon père a commencé. En grandissant, j'ai appris tôt que mon père aimait les histoires simples. Mathieu était le fils fiable. J'étais la fille compliquée. C'était la version que Jean-Pierre trimballait depuis des années. Et une fois qu'il avait décidé que c'était vrai, chaque petit détail devenait une preuve. J'ai quitté notre ville natale près d'Amiens vers mes 25 ans pour bâtir une carrière qui exigeait de longues heures, une discipline constante et plus de temps loin de chez moi que je ne l'aurais jamais imaginé. À l'époque, j'habitais un studio minuscule avec des murs fins et un radiateur qui claquait toute la nuit. Je me souviens m'être assise à ma table de cuisine un hiver avec une pile de factures à côté d'une tasse de café soluble, calculant ce qui pouvait attendre le jour de la paix. Papa était au courant pour cette année-là. Ce qu'il ne semblait jamais comprendre, c'est que c'était une seule année et non toute ma vie. Mais chaque fête de Noël que je manquais, chaque appel pour les anniversaires que je passais depuis l'autre bout du pays, chaque photo de famille sans moi lui donnait une autre ligne à ajouter à son récit. Mathieu est resté près de la maison. Il était présent pour les déjeuners du dimanche, les anniversaires et les barbecues dans le jardin. Papa adorait ça. Chaque fois que j'appelais avec de bonnes nouvelles, il trouvait un moyen de ramener la conversation vers mon frère. J'ai eu une promotion. C'est bien. Mathieu m'aide à refaire le garage ce week-end. Je prends un rôle de direction plus important. Tant mieux pour toi. Est-ce que tu viens à la maison pour Pâques cette année? Finalement, j'ai arrêté de me justifier. Mamie Geneviève était différente. Sa maison se trouvait dans une rue calme à la sortie de la ville, avec des rideaux délavés, de vieilles photographies de famille et une cuisine qui sentait toujours le café et la cannelle. Elle ne me demandait jamais si mon travail était impressionnant. Elle me demandait si je dormais assez, si j'avais mangé, si j'étais heureuse. Quand je rentrais, je lui rendais visite, généralement les jours ordinaires, pas pendant les vacances. Les mardis après-midi, les jeudis pluvieux, les matins calmes quand personne d'autre n'était là. Nous buvions du café à sa table de cuisine. Je l'aidais à porter le linge. Parfois je cuisinais pendant qu'elle s'asseyait près de moi en me racontant des histoires que j'avais déjà entendues 3 fois. Cela ne me dérangeait jamais. Durant ces dernières années, son corps est devenu fragile mais son esprit est resté vif. Elle se souvenait des anniversaires mieux que moi et corrigeait encore Mathieu quand il mélangeait les vieilles histoires de famille. Puis à la fin d'un automne, mamie Geneviève est décédée à l'âge de 89 ans. Je pensais que le deuil serait la partie la plus difficile. J'avais tort. Quelques semaines plus tard, nous avons appris que son patrimoine valait environ 1 800 000 €, incluant ses économies et ses investissements. Elle l'avait divisé presque équitablement entre Mathieu et moi. Mathieu a fixé les chiffres. Papa a fixé mon nom et c'est à ce moment-là que l'ambiance dans la pièce a changé. Mathieu a été le premier à parler. Cela n'a aucun sens. Il a dit cela doucement mais papa a répondu avant que je ne puisse le faire. Non, en effet, cela n'en a pas. J'ai regardé l'un puis l'autre. Les volontés de mamie étaient écrites là noir sur blanc, mais aucun d'eux ne semblait s'intéresser à ce qu'elle voulait. Il s'intéressait à ce qu'il pensait mériter. En quelques jours, Mathieu a contesté le testament. Son argument était simple. Mamie avait 89 ans. Elle était physiquement faible. Par conséquent, selon lui, elle n'aurait peut-être pas pleinement compris ce qu'elle signait. Puis le second argument est arrivé. Moi. J'habitais loin de la ville. Je manquais les fêtes. Je n'étais pas là pour chaque dîner de famille. Papa a commencé à alimenter l'avocat de Mathieu avec les mêmes histoires qu'il répétait depuis des années. Clara avait des problèmes d'argent.
Clara n'est jamais restée proche. Clara disparaissait dès que les choses devenaient difficiles. Clara n'a commencé à rendre visite à mamie plus souvent que vers la fin. Aucune de ces affirmations n'était complètement inventée. C'est ce qui les rendait dangereuses. C'étaient des morceaux de vérité dépouillés du temps, du contexte et de tout ce qui était venu après. Oui, j'avais eu du mal avec le loyer une fois à 25 ans. Oui, j'avais manqué des fêtes parce que mon travail exigeait souvent que je sois ailleurs. Et oui, j'ai passé plus de temps avec mamie à mesure qu'elle vieillissait parce qu'elle avait besoin de plus d'aide. Papa a transformé tout cela en quelque chose de laid. Un après-midi, tante Martine m'a appelé. Sa voix était prudente. Clara, je ne veux pas m'en mêler, mais ton père raconte que tu ne te bats pour ça que parce que tu as besoin d'argent. J'ai fermé les yeux une seconde. J'étais de retour dans ce vieux bistrot près de la mairie des années plus tôt, entendant papa plaisanter avec Nicolas sur le fait que je pouvais à peine garder un toit au-dessus de ma tête. Tout le monde avait ri à l'époque aussi. J'avais fait semblant de ne pas m'en soucier. Cette fois-ci, cela me touchait non pas à cause de l'argent mais parce que je comprenais soudainement ce que l'avocat de Mathieu construisait. Il n'allait pas seulement argumenter que mamie avait été confuse. Ils allaient argumenter que j'avais profité d'elle, que chaque tasse de café à sa table de cuisine, chaque course au supermarché, chaque après-midi tranquille à ses côtés avait été une sorte d'investissement. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. J'avais passé la majeure partie de ma vie à refuser de me défendre face à des gens déterminés à me mal comprendre. Mais mamie était partie. Elle ne pouvait pas se défendre elle-même et je n'allais pas les laisser réécrire son amour comme une faiblesse. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocate. J'ai fini d'essayer de maintenir la paix, ai-je dit. Il y a eu un silence. Puis elle a demandé: que veux-tu faire? J'ai regardé la vieille photo de mamie sur mon bureau. Je veux que la vérité soit inscrite au dossier. Mon avocate maître Lefebvre ne m'a pas dit de me mettre en colère. Elle m'a dit de m'organiser. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons commencé par la partie de ma vie que papa avait figée dans le temps. La femme de 25 ans dans le petit studio, celle qui comptait ses factures à une table de cuisine, celle dont il parlait encore comme si rien ne s'était passé après cela. Maître Lefebvre a rassemblé les documents montrant la suite. 24 ans de service constant, des promotions, des missions de commandement, de longues périodes de responsabilité qui exigeaient de moi plus que ce que papa n'avait jamais pris la peine de comprendre. Puis sont venus les relevés financiers. Je possédais ma maison. J'avais des économies. J'avais des placements. Je n'étais pas riche de la manière dont les gens se vantent dans les clubs de golf, mais j'étais en sécurité. Très en sécurité. Maître Lefebvre a tapoté la pile devant elle. Cela blanchit ton nom, a-t-elle dit, mais cela ne gagne pas le procès. Je savais que c'était la partie qui comptait. Réussir professionnellement ne prouvait pas que mamie était mentalement capable lorsqu'elle a signé son testament. Nous avons donc construit le dossier qui le prouvait réellement. Françoise avait aidé mamie à domicile durant ces dernières années. Elle se souvenait de mes visites, pas seulement de celles des vacances mais des visites ordinaires. Les mardis matins où j'apportais des courses, les après-midi où je m'asseyais avec mamie pendant que la pluie tapait contre la fenêtre de la cuisine, les rendez-vous que j'aidais à organiser quand personne d'autre ne pouvait le faire. Il y avait des relevés d'appels, des calendriers et des notes qui remontaient à des années bien avant que quiconque ne discute d'héritage. Puis maître Lefebvre a retrouvé les personnes indépendantes qui avaient été impliquées quand mamie a finalisé ses projets successoraux. Leur récit était cohérent. Mamie savait ce qu'elle possédait. Elle savait qui Mathieu et moi étions. Elle comprenait comment elle voulait que tout soit divisé. Plus important encore, elle pouvait expliquer pourquoi. C'était la preuve qui comptait. Le reste était pour papa. J'aimerais pouvoir dire que collecter tout cela m'a fait me sentir puissante. Ce n'était pas le cas. Certains soirs, je rentrais épuisée et je m'asseyais dans ma voiture sans allumer les lumières. Un soir, le volant était froid sous mes mains et une tasse de café était restée intacte dans le support à côté de moi. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où j'avais appelé papa pour lui annoncer de bonnes nouvelles. Combien de chances lui avais-je donné de me connaître? 10, 20, peut-être plus. Finalement, j'ai arrêté de compter. Je me suis souvenu de mamie me disant un jour: ne passe pas ta vie à essayer de gagner un argument à l'intérieur de la tête de quelqu'un d'autre.
À l'époque, je pensais qu'elle parlait de patience. Assise dans cette voiture sombre, j'ai enfin compris. Elle parlait de liberté. Le lendemain matin, maître Lefebvre a appelé. Nous sommes prêtes. J'ai regardé la vieille photo de mamie sur mon étagère. Pour la première fois depuis que Mathieu avait contesté le testament, je ne me sentais pas sur la défensive. Je me sentais lucide. Je n'allais pas au tribunal pour humilier mon père. Je n'allais pas punir mon frère. J'allais m'assurer que le choix de mamie leur survive à tous les deux. Et quand je suis entrée dans cette salle d'audience le lendemain matin, papa m'a souri comme si la fin avait déjà été écrite. Il n'avait aucune idée que nous portions les pages qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. La salle d'audience était plus petite que dans mon souvenir. Peut-être que cela semblait ainsi parce que presque chaque visage au dernier rang appartenait à quelqu'un que je connaissais. Tante Martine était assise les mains jointes sur ses genoux. Nicolas était à côté d'elle. Mathieu était assis à l'autre table avec papa, tous deux semblant bien trop à l'aise. Maître Lefebvre s'est penché vers moi. Laisse-les parler. C'est ce que j'ai fait. L'avocat de Mathieu a commencé par la distance. Il a parlé des fêtes que j'avais manquées, des années où j'avais vécu loin, du fait que Mathieu était resté plus proche de la maison. Puis il est passé à l'argent. Il a évoqué le studio que j'avais loué à 20 ans, les factures, l'année où j'avais eu des difficultés. Papa hochait la tête comme si chaque phrase prouvait quelque chose. Puis l'avocat a dit: il y a eu des périodes où mademoiselle avait des difficultés à assumer ses dépenses courantes de base. C'est là que papa s'est penché en arrière et a ricané. Elle n'est même pas capable de payer son propre loyer. Quelques personnes ont ri. Pas fort, juste assez. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais j'ai gardé mes mains à plat sur la table. Maître Lefebvre n'a pas bougé. La juge Morel si. Elle a baissé les yeux sur les documents que maître Lefebvre avait déjà soumis. Une page puis une autre. Elle est revenue à la première. Ses yeux se sont rétrécis. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Ainsi ils ne savent vraiment pas. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai répondu: non, madame la juge. L'avocat de Mathieu a froncé les sourcils. Ne savent pas quoi? La juge Morel s'est tournée vers lui. La vérité est qu'elle est une officière supérieure de l'armée avec 24 ans de service et un long parcours de responsabilité de commandement. Le sourire de mon père a disparu. Personne au dernier rang n'a bougé. La juge a continué. Et selon les informations financières soumises à la cour, mademoiselle possède sa maison intégralement sans crédit, dispose d'une épargne substantielle et est financièrement stable. Le visage de mon père est devenu livide. Mathieu s'est tourné vers lui. Je pouvais presque entendre la question dans son expression. Tu m'avais dit qu'elle était fauchée. Son avocat s'est repris le premier. Avec tout mon respect, madame la juge, la carrière et les finances de mademoiselle ne prouvent pas la capacité mentale de la défunte lorsque le testament a été signé. Maître Lefebvre s'est levé. C'est exact. Papa a eu l'air soulagé pendant une demi-seconde. Maître Lefebvre a poursuivi. Et c'est pourquoi nous ne nous sommes pas appuyés sur ces éléments pour établir la capacité. Ce soulagement s'est évanoui. Françoise a été appelée ensuite. Elle a témoigné que je rendais visite à mamie depuis des années, pas seulement vers la fin, pas seulement après que quiconque sache ce que valait le patrimoine. Elle se souvenait que j'apportais les courses les matins de pluie, que je conduisais mamie à ses rendez-vous quand j'étais en ville, que je restais à cette table de cuisine longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi. L'avocat de Mathieu a tenté de la déstabiliser. N'est-il pas possible que mademoiselle soit devenue plus attentive à mesure que la santé de Geneviève déclinait? Françoise l'a regardé. Bien sûr que oui. Geneviève avait besoin de plus d'aide. Quelques têtes se sont tournées. Puis est venue la preuve qui importait réellement. Les personnes impliquées quand mamie a finalisé ses projets successoraux ont décrit la même femme que je connaissais. Geneviève comprenait ce qu'elle possédait. Elle savait exactement qui Mathieu et moi étions. Elle savait comment elle voulait que les biens soient divisés. Elle a expliqué ses raisons clairement. Il n'y avait aucune preuve crédible que je l'avais forcée. Aucune preuve crédible qu'elle était confuse sur ce qu'elle signait. Mathieu a arrêté de prendre des notes. Papa a arrêté de me regarder.
Puis maître Lefebvre a présenté l'explication écrite de mamie. La juge Morel en a lu une partie silencieusement avant de parler. Elle voulait que ses petits-enfants soient traités équitablement. Elle a également écrit que le caractère importait plus que les ragots et que les actes privés d'attention signifiaient plus pour elle que les apparences publiques. Les mots ont frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. J'ai regardé vers tante Martine. Ses yeux se sont baissés. Nicolas fixait le sol. Papa est resté parfaitement immobile. La juge Morel a refermé le dossier. La contestation n'a pas établi de motif suffisant pour invalider le testament. C'était fini. Pas de cris, pas de discours dramatique, pas de tour de victoire, juste une phrase. Pendant des années, papa avait utilisé des pièces bondées pour me diminuer. Ce matin-là, la vérité a utilisé une pièce bondée pour qu'il me voie enfin. La décision de la juge n'a pas effacé ce qui s'était passé. Elle a juste empêché ma famille de le réécrire. Mathieu a gardé la part que mamie lui avait laissée. J'ai gardé la mienne. Personne n'a tout perdu et cela comptait pour moi plus que je ne l'espérais. Je n'avais jamais voulu détruire mon frère. Je voulais seulement qu'il arrête d'agir comme si mon existence réduisait ce qu'il méritait. Quand nous sommes sortis dans le couloir, les parents qui avaient rempli le dernier rang ont soudainement trouvé la moquette très intéressante. Tante Martine a tendu la main vers mon bras puis s'est arrêtée avant de me toucher. Clara, je ne savais pas. Je l'ai regardée. C'était bien là le problème. Personne n'a demandé. Elle a hoché la tête une fois. Nicolas n'a rien dit du tout. Pendant des années, il avait ri aux histoires de papa parce qu'elles étaient faciles à croire et encore plus faciles à répéter. Maintenant, il se tenait là, les deux mains dans les poches fixant le sol. Mathieu est sorti une minute plus tard. Il avait l'air fatigué, pas vaincu, pas brisé, juste plus petit d'une certaine manière. Je pensais vraiment que mamie voulait que j'aie plus, a-t-il dit. Je l'ai cru. C'était la partie triste. Tu pensais que rester proche signifiait que tu l'aimais plus. Il a détourné le regard. Et je pensais que partir signifiait que tu ne l'aimais pas. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Ce ne sont pas les mêmes choses. Il ne s'est pas excusé. Pas à ce moment-là, mais il n'a pas argumenté non plus. Papa a attendu que j'atteigne les marches du palais de justice. Clara. J'ai continué à marcher. Il m'a suivi sur le parking. Le soleil printanier avait réchauffé le capot de ma voiture et pour la première fois de la matinée je pouvais entendre les oiseaux au lieu des voix de la salle d'audience. Pourquoi ne savais-je rien de tout cela, a-t-il demandé. Je me suis retournée. Elle était là. La question que j'avais attendue de lui pendant la moitié de ma vie. Et curieusement l'entendre maintenant n'avait pas le goût d'une victoire. Cela semblait tardif. J'ai essayé de te le dire, ai-je dit. Papa a secoué la tête. Tu étais toujours parti. Non, j'étais ailleurs. Il y a une différence. Il a ouvert la bouche mais j'ai continué. La distance ne t'a pas empêché de me connaître. Tu as décidé qui j'étais et puis tu as arrêté d'écouter. Son visage s'est crispé. Pour une fois, il n'avait aucune histoire prête. J'ai attrapé la poignée de ma voiture. Si tu veux une relation avec moi maintenant, alors arrête de dire aux autres qui je suis. Demande-moi. Il est resté là en silence. Je suis montée à l'intérieur. Le volant était chaud sous mes mains. Ce petit détail a failli me faire pleurer. J'ai pensé à la cuisine de mamie, à son café, à ses rideaux délavés et à la façon dont elle me disait de ne pas passer ma vie à argumenter dans la tête de quelqu'un d'autre. Maintenant je comprenais. Je n'avais pas gagné parce que papa me voyait enfin. J'avais gagné parce que je n'avais plus besoin qu'il le fasse. Parfois les personnes les plus proches de vous continuent d'aimer une ancienne version de vous parce que changer d'avis signifierait admettre qu'elles avaient tort. J'ai appris que le véritable amour n'a pas besoin d'un public et que le respect de soi ne nécessite aucune permission. Mamie avait compris cela bien avant moi. Je n'ai jamais eu besoin de vengeance. J'avais besoin de la vérité, d'une limite et du courage d'arrêter de supplier pour être vue. Cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de la perception simpliste que les autres ont de nous, même s'il s'agit de notre propre famille.
Le personnage de Jean-Pierre représente ces personnes qui préfèrent s'accrocher à un récit qui les arrange plutôt que de découvrir la complexité de ce qu'ils prétendent aimer. Clara, quant à elle, incarne la force tranquille de celle qui réussit en silence sans chercher la validation extérieure. La véritable leçon ici est que la liberté commence au moment où l'on cesse d'essayer de corriger les fausses idées que les autres se font de nous. En fin de compte, la justice rendue au tribunal n'était qu'une formalité car la véritable victoire de Clara a été de s'affranchir du besoin d'être comprise par ceux qui refusaient d'écouter. Et vous avez-vous déjà été dans une situation où un membre de votre famille ou un proche refusait de voir qui vous êtes vraiment devenu en restant bloqué sur une vieille version de vous-même? Comment avez-vous réagi pour protéger votre paix intérieure? Dites-le moi dans les commentaires.